Il y a quelques années, un de nos interlocuteurs nous avait posé une question qui sur le moment nous avait paru anodine. Quand et comment les premières traces de la généalogie sont apparues en France? Après lui avoir répondu que les généalogies sont vieilles comme le monde et que déjà les fils des premiers chefs de tribu avaient dû évoquer cette filiation pour reprendre les rênes lâchées par le père. Mais nous avons constaté que cette question, qui nous paraissait banale, était bien plus sibylline qu'il y paraissait. Nous avions répondu pour l'ensemble des pays du monde, mais qu'en était-il vraiment pour la France? Nous avions bien en mémoire la légende de Francillon, ce prince troyen, fils d'Hector, que Pierre Ronsard fit accoster en Provence 1300 ans avant Jésus-Christ. Serait-il l'initiateur de la première famille identifiée dans notre pays? Mais cette légende ne nous semble pas plus crédible que celle de Jean le Maire de Belge qui fit des Gaulois les descendants de Japhé et les créateurs du royaume de Troie. Elle était issue de vieux contes qui avaient pris naissance dans les écrits de Frédéguer aux environs du 7e siècle après Jésus-Christ. Il nous fallut remonter 11 siècles plus tôt, au 4e siècle avant Jésus-Christ, pour trouver l'évocation d'une première famille autochtone, même si celle-ci peut également, par sa formulation, être considérée comme une légende. En effet, le premier texte qui fait référence en France à la déclinaison généalogique d'une famille nous est conté par Aristote et se trouve reprise 6 siècles plus tard par le romain Justin, au IIe siècle de notre ère, puis par Athénée de Naucratis, un siècle plus tard. Ce texte rend compte d'un embryon de généalogie dans le livre 13 de son ouvrage « Le banquet des sophistes ». Et oui, vous avez deviné, il s'agit du récit de la fondation de Marseille. À la lecture de ce texte, on découvre que Xénos, un charmant phocéen, séduit la non moins jolie Péta, la fille du roi local Nanos, qui va lui offrir son cœur, sa coupe, et lui apporter en cadeau de noces le droit de s'installer sur les rives de ce petit ruisseau qui traverse la future ville, le Lacidon. Ce récit va devenir notre première et certainement notre plus belle histoire marseillaise. Qu'importe que Xénos se traduise en hôte bienvenu et que Péta change ensuite son nom en Aristoxénée, qui signifie parfaite épouse, ou en Gyptis, car nous voici enfin avec la première famille identifiée en France 6 siècles avant Jésus-Christ. Et ce n'est pas tout, car cette famille décline toute une généalogie. On y rencontre le roi Nan, ou Nanos, qui est le père de Péta, Aristoxénée, rebaptisé Gyptis, mais qui est aussi le père de Coman, ou Comanus, le frère de Gyptis. Par la suite, nos deux tourtereaux, Euxéno et Péta, donneront naissance à un garçon prénommé Protos ou Protis, ce qui signifie le premier. Et si on se réfère à nouveau au texte d'Athénée de Naucratis, on apprend qu'au IIIe siècle de notre ère vit toujours à Marseille une famille descendante de ce couple. Cette famille porte le patronyme de Protiade, c'est-à-dire descendante de ce fameux Protis. Cette affirmation témoigne d'une descendance généalogique suivie sur 9 siècles. Preuve d'une belle vitalité pour nos Adam et Ève marseillais et bel exemple à suivre pour tous nos amis généalogistes provençaux. Mais là ne s'arrêtent pas nos surprises. Avec l'arrivée des Phocéens, les Provençaux font rapidement connaissance avec la généalogie des dieux de l'Olympe et l'histoire de la Grèce antique, racontée dans les merveilleux récits d'Homère. L'Iliade et l'Odyssée leur enseignent les héros mythiques. Cette chaîne ininterrompue de dieux et de héros humains s'enchevêtre dans une généalogie mythologique savante qui va bientôt laisser des traces dans la culture locale. Les citoyens de la République de Marseille vont apprendre qu'Héraclès, fils jumeau de Zeus et de la simple mortelle Alcmène, qui est l'épouse du fameux Amphitryon et la fille du roi de Mycène, et qu'Héraclès est donc ainsi le demi-frère de Phébus et d'Artémis. S'ils sont bons élèves, ils n'oublieront pas que le père d'Héraclès, Zeus, considéré comme le dieu des dieux, est le troisième fils de Rhéa et de Cronos.
Les Massaliotes reçoivent ainsi un véritable cours de généalogie ascendante et descendante. Cette façon de décliner les générations et de conserver en mémoire l'histoire familiale devient rapidement une habitude en Provence. Et cette habitude va durer, comme nous venons de le dire, pendant une dizaine de siècles. Il faut aussi souligner que cette approche généalogique est identique dans toute la région qui forme la Provence actuelle, car à cette époque, on y retrouve entre autres les comptoirs de Kitharista, de Nicaïaïa ou de Monoïkos, autrement dit La Ciotat, Nice ou Monaco, ou Antipolis pour Antibes. Mais la plus grande utilité de la généalogie dans la gestion des cités grecques est qu'elle est d'une importance capitale dans la désignation des édiles, puisque ces villes sont gérées comme de véritables États. Pour être élu à ces responsabilités qui correspondent à une sorte de députation ou à un conseil municipal de l'époque, il y a des exigences bien définies. Et parmi celles-ci, deux d'entre elles s'appuient sur des considérations généalogiques. La famille du candidat doit justifier de 3 générations d'ancêtres établis antérieurement dans Massalia et prouver qu'au moins un descendant s'y trouve toujours établi, d'où le suivi d'une généalogie prouvée et établie. Dans ce régime oligarchique, ces représentants sont recrutés parmi les familles dont la réussite justifie la compétence. Leur nombre s'élève à 600 personnes qui sont désignées sous le nom de Timouk. Parmi elles sont choisis les représentants du comité des 15 qui correspond à une sorte de gouvernement et parmi lesquels un triumvirat d'élus hérite du pouvoir exécutif sous les ordres de l'un d'eux qui est désigné comme responsable de la République. C'est donc bien en région provençale que naît pour la France d'aujourd'hui une utilisation pragmatique de la généalogie. Cette affirmation n'est pas une découverte récente puisque nous avions déjà eu l'occasion de faire part de cette particularité sur les ondes de France Bleu Provence dans une émission diffusée en janvier 2005 et sous le titre Retour aux sources, elle avait même servi de thème au 22e Congrès national de généalogie de Marseille en 2013 où la ville fut reconnue capitale européenne de la culture. Il est vrai que les influences grecques et romaines qui modelèrent cette région eurent aussi d'autres répercussions dans de nombreux domaines, dont entre autres celui de la patronymie. C'est ainsi que lors de fouilles récentes, on découvrit sur des tombes du 5e siècle après Jésus-Christ l'évocation des noms et des prénoms des défunts. Les invasions barbares et le christianisme n'avaient pas encore effacé l'identité des habitants du lieu. Mais ceci est une autre histoire que nous aurons peut-être l'occasion de vous conter dans un autre module. Mais pour l'instant, il nous reste à vous remercier pour votre aimable attention et vous souhaiter une bonne suite de congrès.